Salut, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mail Inside, TSA et les blouses blanches. Je suis Mélanie, je suis autiste et dans cette chaîne on parle d'autisme et des expériences vécues. Je vais parler d'un sujet qui concerne les médecins et j'aimerais que ça puisse donner de la force aux autres personnes autistes d'entendre ce témoignage, cette expérience. J'aimerais aussi, s'il y a des médecins qui voient cette vidéo, que cette vidéo serve à se remettre en question, à se poser des questions et à essayer d'en apprendre un peu plus sur le handicap. Et si c'est l'entourage de personnes avec un trouble du spectre autistique qui regardent cette vidéo, ça permettra d'entendre le témoignage de quelqu'un et d'essayer de comprendre un peu plus ce que votre proche peut endurer régulièrement quand il s'agit de choses banales telles qu'un rendez-vous de médecin traitant. J'ai une amie qui est chère à mon cœur et qui a le trouble du spectre autistique aussi et qui a lancé une idée de donner un titre de film à une expérience vécue. Ça permet un peu de dédramatiser ce qu'on a vécu et puis de le voir comme un scénario, comme un film, parce que franchement, tout ce qu'on peut vivre, subir, c'est tellement ahurissant qu'on a l'impression que c'est pas réel et qu'on est vraiment dans un film. Donc cette idée cette idée de mettre un titre, je trouve ça génial. Et donc pour ce que j'ai vécu là, je dirais que le titre de ce film, ça serait Ces médecins qui n'y comprennent rien. Voilà, c'est vraiment la seule phrase que je retiens de ce rendez-vous. Ça résume très bien ce qui s'est passé. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu le contexte, les difficultés, d'abord le récit de ce que j'ai vécu, et puis après on va essayer d'entrer un peu plus dans la technique pour y voir un peu plus clair et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc j'avais rendez-vous à 10h30 chez le médecin traitant. Et bien évidemment, j'arrive entre 20 et 25 et le médecin traitant est en retard, enfin a du retard quoi. Donc ils sont deux médecins, il n'y a qu'une seule salle d'attente partagée. Donc quand j'arrive, la salle d'attente elle est toute petite, les lumières allumées à fond, vous savez les grands carrés là bien blancs immaculés, où on a l'impression qu'il est minuit et qu'un gendarme nous met la lampe torche en pleine gueule dans les yeux là pour nous éblouir. Donc voilà, c'est pavé bien lumineux en pleine journée. Déjà qu'il y a la lumière extérieure, où c'est un temps plus ou moins gris. Donc déjà à l'extérieur, le ciel est gris-blanc, donc ça pète déjà les yeux, hein, l'extérieur. Donc là, il y a ces pavés lumineux, une pièce petite, étroite, avec tous les sièges en U, hormis là où il y a la fenêtre. Et du monde partout qui attend déjà. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait déjà 7 personnes pour 2 médecins. Donc le calcul est facile à faire. Hein. On se dit 3 personnes par médecin, 3 fois 20 minutes, 3 fois 2, 6, 1 heure avant son tour. Bon, par chance, il y avait un couple. Donc ils sont passés, finalement c'était 2 avant moi juste. J'ai trouvé une chaise un peu plus, je suis partie au fond, hein, écartée, donc pour avoir un minimum de distance physique, qui est au moins une chaise d'écart avec une autre personne. Donc j'y vais avec ma casquette, toujours pour ces fameuses lumières qui pètent les yeux, hein, que ce soit chez les médecins traitants, les dentistes, les hôpitaux, ça explose la tronche, quoi. Ils devraient peut-être un peu plus investir dans des lumières chaudes, pas forcément pour nous, les personnes autistes ou avec une sensibilité visuelle, mais même pour tout le monde. Les gens, quand ils viennent, c'est parce qu'ils souffrent, qu'ils ont des douleurs ou parce qu'ils sont malades. Et donc, même les personnes neurotypiques, quand ils sont mal, ils n'ont pas du tout envie d'avoir une lumière blanche dans la gueule. Hein. Donc, si on pouvait être dans du jaune, dans du plus chaleureux, dans du moins, on t'explose les yeux et on te ravive de douleurs, et plus dans du cocooning apaisant, ça pourrait être bien quand même hein, d'essayer de voir ces salles d'attente à la hausse, hein, d'essayer d'y voir un petit peu plus clair, de faire les choses un peu mieux parce que là c'est pas du tout pour le confort du patient, quel qu'il soit, handicap ou pas handicap. Hein. Donc bon, je ferme la parenthèse, j'avais ma casquette pour les lumières, j'avais mon casque réducteur de bruit connecté en Bluetooth sur le portable avec une playlist de musique émotionnelle qui m'apaise, etc. pour essayer de rentrer dans ma bulle et d'être que là-dedans.
Ça marche pour 10-15 minutes, max 20. Donc, 10h15-20. Non, 10h20-25, pardon. Je me pose au milieu de tous ces gens, après avoir dit bonjour, je me mets dans ma bulle, hop, l'équipement, je lance ma playlist, etc. Et là, ben, voilà, on attend. Les gens qui commencent à parler entre eux, même s'il y a le réducteur de bruit et que j'essaie d'être dans la bulle, bah, ça se ressent, ça brasse. Ensuite, bah, les médecins qui rentrent de temps en temps pour appeler les patients. Et moi, j'avais la musique tellement forte pour essayer d'être dans ma bulle et surtout pas entendre les gens que du coup, forcément, j'entends pas le nom du médecin qui l'appelle. Donc, à un moment donné, il y a un gros blanc, genre personne se lève. Alors, je me dis, bon, ça se trouve, c'est à moi. Donc, j'enlève le casque et la personne de siège d'à côté, là, la dame, elle me demande mon nom. Si c'est à moi, je dis, bah, il a appelé qui? Elle me dit un nom. Je dis, ah bah non, c'est pas moi. Et je remets mon casque. Et donc, bah, j'attends. Et là, je fais attention à tous les signaux, parce que bah, je sors d'un burn-out, enfin, je suis en burn-out phase 3, je suis en train de récupérer tout doucement. Donc, par ce burn-out, j'ai appris à quel point le corps pouvait nous fracasser la gueule et nous mettre à terre. Donc, j'essaie de détecter un peu tous les signaux et tout, de ne pas reproduire les mêmes erreurs que j'ai pu faire pendant des années, à essayer de compenser, de masquer, de m'adapter, d'ignorer tous les signes pour après tomber malade régulièrement, etc. Et j'essaye donc de faire abstraction. J'essayais de faire abstraction un peu de tous les signes avant. Et maintenant, je fais l'inverse. Avant, j'étais aussi poussée par les psychiatres à faire ça, à m'adapter, à compenser, etc. Puis j'étais très bonne élève, donc du coup, tant mieux. Et là, maintenant, j'apprends l'inverse, hein, à me connaître, à connaître le handicap, ses limites, mes besoins, etc. Donc, du coup, j'observe les signes, et là, ben, je vois que je commence à fatiguer de plus en plus, à froncer les sourcils, même avec la casquette, la lumière me gêne plus. Je commence à bâiller, avoir les larmes aux yeux. Je commence à bouger les jambes, bouger les bras, voilà, commence à sentir de l'impatience dans le corps, etc. Et beaucoup de fatigue, et surtout bâiller et commence à avoir les larmes aux yeux. Et là, je me dis, bon, il faut que ça cesse, parce que ben, je peux pas continuer comme ça, parce que sinon je vais partir en crise d'angoisse ou après je vais être malade 48 heures, ou enfin, voilà, c'est le moment d'intervenir. Donc du coup, ben, je suis sortie de la salle, cette salle d'attente de cet endroit. Et puis, bah, j'ai observé dans le cabinet, et puis il y avait une salle d'un autre médecin traitant qui ne travaillait pas ce jour-là, apparemment, qui était vide, qui était libre, avec donc bah, le bureau, les chaises, l'espèce de lit, là, la table. Et puis là, dans cette pièce, vu qu'il y avait personne et tout, bah, tous les rideaux étaient fermés, donc c'était beaucoup plus sombre, il y avait personne. Donc du coup, bah, je suis allée là, j'ai pris un siège du bureau qui était tout mou et tout là, trop bien. Et je me suis posée là en me disant, putain, j'aurais dû faire ça dès le début, mais bon, voilà, j'ai pas réfléchi, mais maintenant, c'est bien en tête ça, de ne plus aller m'exposer là-bas. Donc je me mets là, et puis bon, ben, mon corps baille encore un peu, mais je sens que ça lui fait un peu du bien de s'accorder un peu cette pause-là. Et là, donc le médecin me prend à 11h15. 11h15, 11h20, ouais, 11h15. Donc près d'une heure d'attente. Une heure d'attente pour une personne autiste. Mais est-ce que c'est normal, quoi? C'est un peu comme si vous faisiez attendre quelqu'un, une personne de plus de 90 ans, une heure en plein soleil. Sans eau, sans rien, quoi. Ou c'est un petit peu comme si vous faisiez attendre une personne en fauteuil roulant dans une salle avec une barre, là, où il s'accroche avec les bras. Il essaie de se tenir droit debout, il n'a pas le droit de s'asseoir dans son siège ou quoi, là. Et ben pendant une heure. Voilà, si on doit donner des images, des métaphores. C'est un peu comme si vous faisiez aussi une heure de manège où ça tourne à fond, pour donner la sensation de vertige, de nausée aussi. Voilà, c'est un petit peu comme si pendant une heure, on vous laissait enterrer sous la terre, sous du sable ou quoi, à suffoquer et tout, pour que vous sentiez bien
la pression un peu ressentie. Ou 1 heure avec voilà, la lampe torche dans la gueule, là, les yeux. 1 heure. Vous ne tiendrez pas 2 minutes, hein. 1 heure. C'est inconcevable, quoi. Donc après, il y a plein d'émotions qui viennent, hein, la tristesse, la pitié envers soi-même, la compassion, et puis la colère, la haine, la rage envers les médecins et tout ça. Donc faut essayer de pas rentrer dans ce cercle-là d'émotions négatives parce que ça va empirer l'état. Et là, le médecin, donc, enfin me prend en charge. C'était juste pour un renouvellement d'ordonnance et pour un résultat de prise de sang. Donc déjà, s'infliger tout ça pour juste à la base, voilà, un truc vite fait, quoi. Et donc il me prend enfin en charge, il me demande comment ça va, et je lui dis, avant d'arriver ça allait, mais depuis que j'attends ça va pas. Je dis, votre salle d'attente, ça va pas, le monde, la lumière. Donc je me suis permise voilà, d'aller dans une salle un peu plus sombre, mais bon voilà, là maintenant ça va pas. Ça allait, mais ça va pas. Donc je lui explique voilà, que je suis là pour mon renouvellement d'ordonnance, puis pour la prise de sang. Bon, déjà un petit peu perdu dans les histoires de prise de sang, hein, on se demande ce qu'ils apprennent un peu à l'école. Voilà, il y a des médecins qui sont très très compétents. Je veux pas cracher sur tous les médecins, toute la médecine, etc. Il y en a qui sont très compétents, qui savent très bien leur travail, qui sont très efficaces, très rapides et tout. Et il y en a qui sont complètement perdus. Ils ont beau être assez âgés, on a l'impression qu'ils sortent de l'école et qui savent pas lire des résultats et qui savent pas trop ce qu'il y a en banque, donc ils vont rechercher un petit peu d'autres choses. Mais bon, ouais voilà. J'ai parlé que j'étais végane. Et que donc il y avait ces prises de sang que je faisais 1 fois par an pour vérifier quand même que je manque de rien. Et donc il est en train de rechercher, j'ai 2 résultats un petit peu bas, donc en train de rechercher de quoi ça pouvait venir éventuellement. Bon. Ça donne confiance, hein, déjà, hein, un médecin qui est pas sûr de lui. Et ensuite, j'explique aussi que je peux avoir des carences parce que pour mes routines, pour me sécuriser, etc., je suis beaucoup rigoureuse dans les kilocalories, dans ce que je mange, dans mes micro-repas, etc., et que je me sens à l'aise avec un certain poids assez maigre par rapport à l'IMC, que sinon je me sens pas à l'aise, donc je fais tout pour rester dans ce poids-là, et que je peux manger et me sentir à l'aise qu'avec ces micro-repas et cette sous-alimentation par rapport à la norme. Mais qui me correspond bien et qui me va bien. Et donc je lui explique ça et il me dit ah bon et pourquoi vous faites ça donc je réexplique que c'est pour me sécuriser, pour une routine et pour pouvoir manger parce que sinon je tombe dans l'anorexie ou dans la boulimie vomitive et tout et que ce contrôle là du poids, des calories et de mes alimentations fragmentées ça me permet voilà, d'avoir un espèce de contrôle, de me sentir en sécurité et puis de pouvoir me nourrir correctement. Donc il me demande ah bon, qu'est-ce que vous avez mangé hier par exemple? Voilà, expliquer ce que j'ai mangé hier avec les quantités exactes, etc. Bon, j'arrive au 2e micro-repas, il se faisait déjà chier. Hein, quand j'expliquais les calories de mon pain ou de ma tartinade ou de mes 6 amandes, etc. Bon, il commençait à décrocher au bout de 2, donc bon. Du coup, bon, il me prescrit de compléments de prise de sang ou quoi. Enfin, mon ordonnance aussi pour mes médicaments. Heureusement, c'est jusqu'à septembre, donc du coup, je n'aurai plus à m'infliger ça jusqu'à septembre. Mais on n'est pas arrivé à l'apothéose du rendez-vous. Donc, au moment où ça se termine, maintenant, j'ai appris à m'aimer, en fait, et à plus vouloir reproduire des choses qui fonctionnent pas pour moi. Donc là, ça n'a pas fonctionné, hein, d'attendre comme ça. Donc du coup, je lui montre ma carte que j'ai enfin eue avec la MDPH CMI, ma carte, je sais plus le terme exact de CMI, qui explique le handicap et que je suis invalide. Et donc au dos, il y a écrit pour passer en priorité dans les là où on doit attendre dans les salles d'attente, etc. Donc du coup, on peut s'en servir pour les grandes surfaces, pour les magasins, quand il y a la queue. Dans les cinémas quand il y a la queue aussi et toute autre salle d'attente et donc du coup je lui pose la question si avec cette carte la prochaine fois quand j'ai rendez-vous comme là à 10h30 est-ce que j'ai le droit de passer prioritaire du coup voilà quand il ouvre la porte de passer avant les gens malheureusement mais voilà de passer prioritaire avec cette carte même s'il y a 10 minutes de retard ok mais pour pas attendre 1 heure quoi.
Donc bah, il regarde la carte, déjà il n'a jamais eu cette carte. Il me dit ah bah il me dit bah ça alors j'ai jamais vu, on m'a jamais fait ce coup-là, j'ai jamais vu ce type de carte. Bon, très bien. Et je vois qu'il n'avait pas l'air très ouvert à l'idée là, qu'il est en pleine réflexion. Donc je lui dis bah ou sinon est-ce que je peux voilà quand je dois atteindre m'isoler dans une salle autre comme là j'ai fait avec les rideaux fermés etc. Pour être toute seule, pour plus avoir de gens, et puis par rapport à la luminosité et tout ça, donc il me dit oui, pourquoi pas, on peut s'arranger, il faut voir. Il dit mais quand on a des angoisses, quand on angoisse, il faut plutôt s'exposer, donc il faut plutôt y aller dans cette salle d'attente et s'exposer pour petit à petit arriver à rester dans cette salle d'attente. Alors là, il se passe plein d'émotions hein, à ce moment-là, parce que on souffre de notre handicap, il est invisible, on se fait jamais entendre, on est obligé tout le temps expliquer, on doit gérer nos émotions parce qu'on a envie de frapper les gens ou de leur hurler à la gueule ou de péter un câble. Ou juste de s'effondrer et de pleurer parce qu'il y en a marre de jamais être compris et pris en considération, etc. Et en fait, une phrase comme ça, c'est une bombe qui arrive en pleine gueule. Surtout, comme je t'expliquais, je suis en train de sortir de la phase d'épuisement du burn-out. Donc, je reste très sensible et très, très susceptible. Et juste cette phrase, j'aurais pu être hyper réactive, réagir et faire fracas total sur la personne en face. J'ai appris par expérience que ça ne se fait pas et que au final on n'en tire pas forcément des bonnes leçons, enfin que ça marche pas après en fait hein, d'avoir ce comportement là. Donc j'essaie de gérer l'émotion et d'expliquer. Je pense très fort à ma neuropsy qui fait un travail de fou avec moi depuis quelque temps. Je l'ai découverte en janvier et elle est formidable, qui m'apprend à m'affirmer, etc. Donc je pense à elle, je pense à moi, je pense à mon burn-out et je pense à ce que j'ai mis en place maintenant, qui est d'adapter mon environnement et tout ce qui m'entoure à moi, au lieu de moi m'adapter à l'environnement et aux autres, puisque ça ne marche pas, puisque quand je fais ça, je fais des dépressions, puisque quand je fais ça, mon corps tombe malade, il me crée diverses maladies. Puisque quand je fais ça, je suis triste, je trouve que ce monde est trop difficile pour moi et j'ai envie de me voilà, quick, de disparaître parce que c'est trop pour moi. Donc du coup, on a inversé la tendance et pour que ce monde me paraît un peu plus vivable, un peu plus léger et que je puisse vivre et essayer d'avoir des émotions positives dans ce monde et dans cette vie et vivre au lieu de survivre, et bien on essaye plutôt d'adapter tout à moi. Donc il me sort cette phrase là de s'exposer dans la salle d'attente et tout ça. Donc me voilà lui expliquer que compenser, adapter et masquer, c'était fini pour moi. Que j'ai donné pendant 14 ans, j'ai noté pour pas oublier, que j'ai donné pendant 14 ans et j'ai craqué en burn-out. Aujourd'hui, le corps, il peut plus s'amuser à ces exercices-là. J'ai comparé aux autres sens. Donc, j'ai envoyé les métaphores, les comparaisons, tout ça. J'ai dit, c'est comme si vous me dites de regarder intensément la lumière blanche chaque jour pour que l'œil s'y habitue. Ça marche pas. Je lui ai dit ou s'exposer au bruit intensément, ça marche pas. J'ai comparé aussi à quelqu'un en fauteuil roulant, qu'on demande de monter les escaliers. Peut-être qu'il va réussir à le faire avec les bras, qu'il va y arriver. Mais un jour, peut-être aussi qu'il va décider qu'il a plus envie de se faire chier à ça, hein, et à se mettre en difficulté et à souffrir comme ça, et qu'il va préférer prendre l'ascenseur. Hein, prendre un moyen qui est adapté à son handicap. Donc là, pour moi, l'ascenseur, ça a été genre la pièce sombre à côté, adaptée à mon handicap. Mais le mieux du mieux, quand même, ça serait qu'il me prenne à l'heure. Hein, ça serait plutôt bien. Qu'il gère mieux son planning, son agenda. J'ai expliqué aussi que j'étais pas d'accord avec lui. Et ça, c'est difficile. Je lui ai dit, je ne suis pas d'accord avec vous et je pense que ma neuropsy ne serait pas d'accord avec vous non plus. Et là, c'est la première fois que j'ai réussi à le dire, mais sur un ton calme, posé, sans péter un câble, en gardant le lien thérapeutique et en préservant cette relation. Et puis,
d'oser parce que face à une blouse blanche, on n'ose pas. Et après, on rentre chez soi et on rumine et on se rend malade. Et après c'est catastrophique la crise qu'on peut faire après un événement pareil. Et là, j'ai réussi à verbaliser, j'ai réussi à communiquer, j'ai réussi à lui dire que je n'étais pas d'accord avec lui. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, c'était l'environnement qu'on devait adapter à moi et plus l'inverse. Et j'étais tellement fière de moi, mais tellement fière de moi de réussir à dire ça, franchement. Les amis, si vous arriviez à verbaliser ça, faites-le, faites-le. Entraînez-vous peut-être, je sais pas, dans la glace avec d'autres personnes ou quoi, tout seul, avec vos chiens, vos peluches, n'importe quoi. Entraînez-vous à le faire parce que on ressent une fierté énorme. Si vous n'êtes pas autiste mais que vous êtes l'entourage, soutenez, encouragez à ce que la personne s'affirme dans ces situations-là et pas se plie à l'exigence du médecin et s'adapte alors que ça marche pas. C'est contre-productif, c'est contre notre bien-être et notre santé en fait. Donc il faut pas faire ça. Et si vous êtes vous-même médecin, blouse blanche, dites pas des trucs comme ça, faites pas ça, renseignez-vous sur l'autisme et ne confondez pas une personne neurotypique qui fait des crises d'angoisse ou une personne qui va avoir de l'agoraphobie ou certaines phobies, par exemple si on a la phobie de l'amygdale ou du vertige, etc. Peut-être qu'en s'exposant à des petites araignées ou à monter d'abord sur la chaise, etc., on peut vaincre des phobies de vertige, d'araignées. Je prends ces deux exemples parce que j'ai réussi à vaincre ces peurs-là, effectivement. Mais là, c'est pas une peur, là, en fait, que j'ai. C'est pas du tout une peur. C'est une incapacité totale à rester au milieu de ces personnes-là et dans cette lumière, etc. C'est une agression, c'est une violence énorme, en fait. C'est une surcharge sensorielle énorme. Je sais pas comment expliquer, on me met en difficulté, on m'agresse, on me violente, on me fait du mal, en fait, quand on me met dans cette situation-là. Donc, et c'est pas en m'y exposant de plus en plus que je vais réussir à m'y sentir bien. Non, on va juste me faire plus en plus de mal. Hein. Un peu comme si je te plante un couteau et que je te dis, attends, je te plante un couteau, et puis à force, peut-être que du coup, t'auras pas mal, hein, ou tu vas t'y adapter. Alors peut-être que le seuil de tolérance, etc., va changer, hein. Mais c'est pas parce qu'on va me planter 20 000 coups de couteau qu'au bout d'un moment, je veux dire, ça fait pas mal, c'est ok, vas-y, plante, hein. Non, ça fait mal, 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 et ça finit par tuer même à force. Hein. Donc du coup voilà, quand je lui ai dit qu'aujourd'hui c'était l'environnement qu'on devait adapter à moi et plus l'inverse, là je me suis mise à pleurer parce que bichette, trop de compassion pour moi-même, parce que je suis encore un peu en surcharge, je suis sensible, je suis susceptible, voilà, je sors de ce burn-out. Pendant 2 mois, j'étais enfermée chez moi à pas réussir à me doucher même. Donc là, j'ai de l'énergie à nouveau qui revient un peu, donc j'arrive à me sortir un peu de là. Et cette situation, elle me met en grande difficulté pour une sortie de burn-out, quoi, vraiment. Et donc bon, j'ai le système nerveux qui a décidé de pleurer à ce moment-là, et c'était très sain, tout comme les premiers signaux à la salle d'attente de bâiller, ça a été très sain que mon système nerveux me donne ça, ou froncer les sourcils et tout, me donne les infos que ça fait trop mal aux yeux, plus que d'habitude, ou ce corps qui bouge, etc. Là, toutes ces stimulations, mon corps m'a lancé plein d'infos, c'était très sain. Et là, qui pleure, c'était très sain aussi à ce moment-là, en fait, c'était pour vider ce trop plein d'émotions à ce moment-là et pour pas gueuler sur le médecin, péter un câble ou partir en crise, etc. Donc c'était ça. Mais là, lui, voilà, vu qu'il connaît rien à l'autisme, il me dit oh non, faut pas pleurer, je veux pas vous faire pleurer. Oui, mais en même temps, dis pas de conneries alors, hein, et puis entends les mots burn-out, entends les mots autisme, entends le handicap, entends mon récit et arrête d'être têtu, hein, et voilà, c'est facile de blesser les gens et de dire je veux pas faire pleurer, c'est facile, très facile, quand on n'entend pas la personne qui est en face. Donc j'arrive encore à verbaliser et communiquer, donc on sort de la pièce et je lui ai dit, vous savez, c'est dur quand le handicap est invisible. C'est pas parce que ça se voit pas qu'on souffre pas. Et la souffrance, elle est importante. Et là, il dit rien. On passe l'espèce de couloir là, entre sa porte et la grande porte d'entrée vitrée. Là, il ouvre la porte d'entrée vitrée et puis il me dit, regardez, on vit dans un monde où il y a des gens, du bruit. Je dis oui.
Je dis, et c'est pour ça que moi je vis à, je dirais pas ma commune, dans un mobil-home et au milieu de brebis, de vaches, de poules, de lapins, de chevaux et avec mes chiens et pas ici, pas au milieu de tout ça. Et donc bah là il dit rien et puis il me dit bonne journée, donc je lui dis bah au revoir, il me dit à bientôt. Et donc bah, je sors, je finis de pleurer un peu, je me mouche, j'essaie de reprendre mes esprits et puis pour conduire et puis pour rentrer chez moi. Voilà, donc ces médecins qui n'y comprennent rien. C'est vraiment difficile de garder son calme, de s'affirmer, de réclamer les aménagements nécessaires, d'oser demander des adaptations aux autres, qui s'adaptent à nous, et puis de dire à une blouse blanche, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein, chaud, chaud. Donc c'est de la fierté là, quand même, d'arriver à dire ça. C'était épuisant, c'était douloureux. Ça a ruiné ma journée. Hein, j'ai pris un énorme temps de repos. J'ai réussi à raconter ce récit à une amie qui m'est chère et qui me comprend très bien parce qu'elle vit les mêmes choses avec son autisme. Mais j'ai réussi aussi à partager à ma mère et à mon frère qui ne sont pas autistes et qui comprennent pas forcément tout ce qu'on peut vivre, ce qui est normal puisque ils le sont pas eux-mêmes, donc on peut pas tout comprendre. J'ai réussi à le raconter et à avoir de l'empathie de leur part, donc c'est chouette aussi. Je prends cette dose d'amour et de réconfort. J'ai raconté aussi à ChatGPT qui m'a donné du réconfort et de l'amour. Et puis je me suis dit que j'allais en faire une vidéo et partager avec vous pour vous donner peut-être un peu de réconfort et d'amour. Si vous vivez ces situations-là, osez. Osez. Voilà, les médecins, certains médecins, je ne vais pas faire une généralité, certains médecins ne changeront jamais. Et si je compare les médecins que j'ai vus avant et les médecins que j'ai aujourd'hui, ça change pas, c'est pareil. Par contre, la moi qui était avant avec les médecins, qui prenaient sur moi, qui disaient rien, qui me soumettaient, qui les écoutaient, qui pensaient qu'ils savaient mieux que moi-même en fait, du coup, ce qu'il fallait faire, et qui m'adaptaient, compensaient, etc., masquaient, qui faisaient ces fameux efforts, et ben ça m'a mené à des dépressions, à des maladies, à un état de bien-être pitoyable, donc un grand état de mal-être, et à des idées très noires, très sombres, voilà, hein, à vouloir mourir plusieurs fois. Et, euh, et c'est pas le bon chemin, du tout, du tout, du tout. Forcément, si vous dites à une personne qui est en fauteuil roulant, fais des efforts, monte les escaliers avec tes bras, etc., que dès qu'il sort chez lui, il doit tout faire avec ses bras, là, sans fauteuil, etc., etc., et que c'est la galère. Forcément, il va sûrement tomber en dépression, il va avoir des idées noires, et il va vouloir sûrement mourir au bout d'un moment, parce qu'il va se dire que ce monde-là, il en veut pas, que cette vie-là, il en veut pas, et que c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur pour pouvoir vivre cette vie-là. Quelqu'un qui va avoir un problème de peau, ne pas avoir le droit à s'exposer au soleil, et on va lui dire tu t'exposes au soleil, t'as pas de combi, etc. Et puis tu sens tes brûlures sur ton corps tout le temps, mais peut-être qu'à force tu vas t'y adapter et ça va le faire. Peut-être qu'au bout d'un moment, il aura des idées noires et voudra se faire quick parce que c'est trop, ce monde est trop dur, cette vie est trop dure, cette souffrance est trop dure à porter et qu'il voudra disparaître. Donc faut pas nous mettre dans des états pareils quand en fait il y a des aménagements et des ajustements possibles. Hein. La personne qui a des problèmes avec le soleil, il y a des combinaisons possibles, il y a des aménagements, des adaptations possibles, des maisons possibles, et puis peut du coup dormir la journée, vivre la nuit, etc. Alors certes, c'est pas une vie normale, certes, le niveau de bonheur des neurotypiques, s'ils s'imaginent, et des gens qui n'ont pas ce problème-là avec le soleil, s'ils s'imaginent vivre ça, ils se diraient que c'est pas une vie, le pauvre, ça va pas du tout. Mais en fait, c'est le seul moyen d'avoir une vie, de faire ces ajustements-là, de vivre la nuit, etc. pour cette personne dont le soleil brûle la peau. C'est le seul moment de pouvoir aller se balader dehors, de choisir de le faire la nuit, du coup. Parce que sinon, il peut pas se balader dehors. Donc de changer son rythme de sommeil, de changer là où il habite, de se couvrir de cette énorme combi, etc. C'est son seul moyen de pouvoir mettre un pied dehors et essayer de vivre quelque chose avec quelqu'un ou de vivre quelque chose soi-même comme expérience, autre que de rester enfermé à la maison. Donc si cette adaptation marche pour qu'il puisse au moins faire quelque chose de différent et peut-être d'épanouissement et d'enrichissant, faut laisser s'adapter. Les personnes, du coup, peuvent avoir des fauteuils, faut leur laisser avoir le droit à un fauteuil plutôt que leur dire de ramper et de marcher avec leurs bras et de monter des escaliers.
ils ont droit aux ascenseurs, ils ont droit aux fauteuils roulants. Et puis voilà, s'il peut y avoir des portes automatiques, etc. Ou des lumières, du coup, des interrupteurs la plus basse pour qu'ils puissent allumer et éteindre, eh ben, on va faire une maison avec des interrupteurs plus bas et puis on va pas dire non, mais on va les laisser plus haut et comme ça, il va se grandir dans son fauteuil et puis il va apprendre et puis ça sera bon pour peut-être pour ses épaules, là, hein, de faire ça. Bah non, si on peut un peu tout adapter pour essayer de faciliter la vie des gens et puis leur permettre d'aller dehors, c'est bien. Hein, j'ai un ami en fauteuil, bah, il peut avoir une voiture voilà, il s'est acheté une voiture où il peut du coup conduire malgré le fauteuil. Donc c'est bien s'il peut avoir cette autonomie et conduire grâce à cette voiture, plutôt que de dire non, non, tu vas conduire une voiture normale, hein, avec les vitesses, etc., etc., les pédales. Et puis tu y vas sans ton fauteuil, et puis tu te démerdes avec les pédales, tu sais pas, tu trouves un balai et tout comme un épisode dans Mr Bean, hein, tu trouves ce que tu veux et tout avec les pédales, mais pour conduire une voiture normale. Et peut-être qu'à force, si ça se trouve, peut-être qu'à force, tu retrouveras eh ben, l'impulsion dans ta jambe d'appuyer sur la pédale une fois que tu seras bien dans la merde comme ça. Hein, peut-être qu'à force. Ben non. Non, personne qui peut plus utiliser ses jambes, elle peut plus utiliser ses jambes. On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui s'est juste fait un claquage et qui peut pas utiliser momentanément sa jambe et qui après, à force de rééducation et d'utiliser sa jambe, elle va renforcer son muscle, ses tendons, etc. Et puis elle pourra petit à petit réutiliser sa jambe et même aller courir, faire un marathon ou ce que vous voulez. Il ne faut pas confondre des difficultés momentanées de personnes avec des handicaps qui ne s'enlèveront jamais, en fait. Et ça me met dans une colère monstre d'entendre ce genre de conneries venant de médecins. Surtout que c'est pas la première fois, c'est tout le temps qu'on entend ce genre de conneries. On entend ces conneries dans notre entourage, les amis, la famille, parce qu'ils y comprennent rien. On entend ce genre de conneries par certains professionnels dans le travail, où on demande des choses qu'on peut pas faire dans le travail, parce qu'ils y connaissent rien. Et des assistants sociaux, des fois, racontent des conneries comme ça aussi. C'est compliqué aussi de se faire entendre chez les dentistes et tout ça. Sur prévenez quand vous venez faire un acte dans la bouche, prévenez, je sors la rouleuse, prévenez machin. Maintenant, chez le dentiste, je lui dis que je mets mon casque anti-bruit. Parce qu'entendre comme ça, la roulette, j'ai le système nerveux qui explose, je pète un câble et j'ai juste envie, c'est de coller une droite au dentiste et de partir en courant et de dégager en ayant d'abord commis des meurtres sur place et tout fait cramer avec une jerrycan et que tout prenne feu. C'est peut-être violent ce que je dis, mais en fait c'est parce que c'est violent ce que je reçois à l'intérieur de moi. C'est violent ce qui se passe. Et ce qui ressort, en fait, c'est proportionnel à la violence de ce que je ressens à ce moment-là. Donc si je demande de dire au dentiste de verbaliser les actes qu'il fait et de pouvoir mettre mon casque et tout, c'est pour que le soin puisse être fait sans que j'en souffre trop. Je vais quand même en souffrir. Mais au moins, je vais réussir à aller au bout du truc en ayant souffert à 90% au lieu de souffrir à 5 millions de pourcents. Je m'auto-frappe. C'est pas pour faire chier les gens qu'on demande des adaptations. C'est pour essayer de pouvoir vivre sans vomir, sans avoir mal à la tête, sans pleurer, sans frapper les gens, sans insulter, sans se taper la tête contre un mur, sans faire une crise, sans tomber malade, sans avoir la diarrhée, sans avoir des douleurs de muscles, de ventre énormes, sans devoir après dormir 16 heures d'affilée, sans avoir un brouillard mental énorme, sans être après sans aucune fonction exécutive pendant 15 jours. C'est pas pour faire chier, hein. C'est juste pour essayer de prendre soin de nous, de soi, qu'on dit ça. Bon, j'arrête de gueuler. Du coup, les amis, des petits signaux classiques de surcharge sensorielle. On en vient dans le technique. 34 minutes, je vais essayer de faire vite. Donc pour ma part, et sûrement pour la plupart d'entre vous, ça va être la nausée, les bâillements répétés, l'agitation des jambes, l'envie de pleurer et un besoin urgent de quitter l'environnement. Il faut les écouter. Ce sont des signaux physiologiques d'alerte du système nerveux. Quand la stimulation, la lumière, le bruit, la présence humaine, les attentes imprévisibles dépassent la capacité de régulation, on n'arrive plus. Le corps, il n'arrive plus à se réguler. Il se dit là, ça va plus du tout.
Un peu comme les personnes normales qui sont 5 heures au soleil, avec une peau excessivement blanche. L'été, à 38 degrés à la Méditerranée, la peau elle va commencer à tirer, à être rouge, etc. C'est des signaux pour dire attention, coup de soleil. Si tu restes, ça sera après une brûlure au second degré ou au troisième degré avec des cloques, etc. Ça va pas être cool pour toi. Mais après, c'est toi qui vois. Hein. Si tu veux rester brûlé et après avoir des soins pendant X temps, reste. Sinon, mets-toi de la crème, va à l'ombre, fais quelque chose, mets-toi un pull, mais arrête l'exposition, quoi. Hein. Nous, c'est pareil. Là, c'est pour dire arrête l'exposition. Ça va plus. Donc, du coup, le corps, il donne l'information. Là, dans mon cas, j'ai agi et donc j'ai évité la crise. Alors, si vous pouvez agir pour éviter vos crises, je suis contente aussi pour vous. Faites-le. Aller dans une pièce sombre et calme, ça a été une stratégie de régulation correcte à ce moment-là. J'ai fait plusieurs choses importantes. Donc, j'ai identifié la surcharge avant la crise. J'ai modifié l'environnement, j'ai changé de pièce. J'ai expliqué clairement mon fonctionnement à ce médecin. J'ai exprimé mon désaccord sans agressivité. Miracle, miracle. Et j'ai défendu mes besoins d'adaptation. C'est des compétences d'autodéfense et d'autorégulation qui sont très solides. Et je vous encourage vraiment à travailler là-dessus. Si vous trouvez comme moi une neuropsy qui est au top et que vous apprenez à avoir confiance en vous et que vous trouvez des vidéos YouTube de d'autres personnes qui ont de l'autisme, etc., qui peuvent vous encourager dans ce sens-là, et puis vous entraîner, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, devant des miroirs avec des amis, devant vos chiens, vos chats, vos cochons d'Inde, que sais-je. Et pour pouvoir le faire après en face, il faut oser, vraiment oser, s'affirmer. Parce que c'est pas les autres qui vont le faire à votre place, hein, si vous le faites pas vous. Et puis concernant là, ce que le médecin m'a dit sur s'exposer pour s'habituer. Bullshit, connerie. Ça correspond à une logique utilisée dans certains troubles anxieux. Oui, ça peut marcher pour certaines personnes qui ont des troubles anxieux, mais qui sont pas autistes. Hein. Mais dans le cas de l'autisme, comme le disent beaucoup de spécialistes neuropsychiatres ou neuropsychologues, ils expliquent que la surcharge sensorielle, elle est liée à une différence neurologique de traitement des stimuli. Pas simplement une peur à désensibiliser. Hein. Dans les neurones, là-dedans, ça traite les infos différemment, les stimuli différemment. Hein. C'est comme si, pour une personne qui n'est pas autiste, dont les neurones fonctionnent normalement, comme la norme, de l'eau tiède ou à peine chaude sur les mains, c'est tiède ou à peine chaud. Pour des neurones qui traitent l'information différemment et qui est un peu biaisé, etc., au niveau des stimuli, l'eau chaude peut dire « Oh là, ça brûle sévère, ça crame ». Hein. Et c'est pas en exposant la main d'une personne autiste sous de l'eau à peine tiède, chaude pour les gens, mais que la personne autiste dit ça crame, ça brûle. C'est pas en le faisant et en disant mais reste comme ça pendant des heures. T'as d'abord 5 minutes par 5 minutes ou 2 minutes par 2 minutes et puis un jour ça cramera plus. Si, ça cramera toujours puisque le problème il est pas dans de l'adaptation là au niveau de la peau. Il est dans le neurone qui traite l'information différemment. Pitché, les médecins? Les blouses blanches? On comprend la différence? Hein? Je fais pas des crises d'angoisse parce que je suis une agoraphobe. Je suis autiste. Alors on s'adapte. Et on m'aide à adapter l'environnement. On va pas me mettre en danger. S'il vous plaît. Il y a deux approches qui existent. L'approche d'exposition, habituée progressivement pour les personnes anxieuses. Ok, mais il y a l'approche de l'adaptation de l'environnement. On réduit les stimuli pour les personnes autistes. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme ça évite l'épuisement et le burn-out. Ok. Aussi, quand on sort d'un burn-out, le système nerveux, il est beaucoup plus sensible temporairement. Donc après un épuisement prolongé, le seuil de tolérance sensorielle, il diminue. Il diminue pendant un temps aussi, par rapport à ce qu'on pourrait à la base, nous-mêmes. Pleurer, c'est sain aussi, les amis. Hein, c'est logique sur le plan physiologique. C'est parce qu'il y a des surcharges sensorielles.
Là, dans mon cas, il y a eu un stress de confrontation aussi, avec un médecin, blouse blanche, et la fatigue du post-burnout. Mais pleurer, c'est ça. Faut pas avoir honte, faut laisser les larmes elles viennent, tant mieux, parce que c'est un choix très intelligent et stratégique de votre corps, plus adapté plutôt qu'un gros pétage de câble, à faire une crise, à tout péter, à tout faire voler, à exploser, à mettre la main dans la tronche du médecin, etc. Voilà, donc du coup, objectivement, je vais m'envoyer un peu des fleurs. J'ai fait quelque chose de très très difficile et je vous encourage à faire cette chose de très difficile qui est de contredire un médecin et d'affirmer mon besoin d'adaptation. C'est une action qui demande beaucoup d'énergie. Beaucoup, sur le moment. Surtout quand le handicap il est invisible. Et du coup, après un moment pareil, faut essayer de réagir, vouloir faire ce qui nous fait du bien. Donc, pour moi, ça a été me reposer, regarder des séries ou des divertissements, genre Danser avec les stars ou tout ça. Pleurer aussi encore un petit peu si besoin, faire des espèces de mots mélangés, là, des grilles de mots comme ça, là, vous avez des mots à chercher dedans. Moi, j'aime bien ce genre de trucs, ça me détend. Et puis voilà, changer les vêtements aussi, mettre un pull tout doux qu'on aime bien et tout ça. Se faire du bien après, hein, parce que du coup toute ma journée est annulée, hein, forcément. Après un événement pareil, il n'y a plus aucune énergie pour quoi que ce soit, donc toute la journée est annulée. Donc c'est un moment, un événement qui est douloureux et frustrant. C'est une situation qui est très intense. Et ça demande après de se mettre au calme. C'est une décision assez douce pour soi, de prendre cette décision-là, d'annuler sa journée, de se faire juste du bien avec tout ce qu'on aime bien. Voilà, les animaux, les couettes, les vêtements qui font du bien, les séries, des films, bon, ça peut être d'autres choses, hein, de la peinture, la lecture, ça demande quand même cognitivement. Il y en a qui peuvent être capables, hein, si ça ressource. Moi, je sais que non, pour pouvoir lire un livre, il faut que j'ai de l'énergie pour ça. Donc ça va être plus ce qui vient à moi. Ou des jeux sur le portable un peu, voilà, des choses assez calmes. Les animaux aussi, quand je suis revenue, j'ai vu les lapins du voisin, les chevaux à côté, etc. Ça fait beaucoup de bien, la nature, le calme. Et voilà, enfin tout ce qui peut vous faire du bien. Prenez soin de vous, les amis. J'espère que cette capsule vous aura aidé, que mon récit, là, mon événement, ça va vous aider, que vous soyez vous-même autiste, que vous soyez l'entourage des personnes autistes, pour que vous puissiez comprendre un peu ce que juste un rendez-vous chez le médecin peut, c'est quoi le mot, engranger, enfin les conséquences que ça peut avoir, je trouverai pas le mot. Les conséquences que ça peut avoir juste un rendez-vous médecin. Voilà, donc si vous êtes le mari, la femme, le compagnon, le frère, la sœur, la mère, l'enfant, voilà, avec la personne vous dit j'ai eu rendez-vous chez le médecin, ça s'est pas bien passé, et du coup là faut que j'aille me coucher, ça va pas. Soyez compréhensifs, dites pas oh là là, juste un simple rendez-vous chez le médecin, ok, c'est chiant, c'est compliqué d'attendre 1 heure, d'attendre presque 1 heure, mais bon, voilà, on fait toute une histoire là, annuler toute la journée juste pour ça, chiant quoi. Je sais pas, fait une sieste d'une demi-heure et puis on va quand même faire l'après-midi qu'on a dit en famille, ou aller faire les courses quand même, ou aller... Non, non. Comprenez bien que ça ruine 24 heures facile, voire 48, ou peut-être 72. Hein, c'est trop coûteux, trop intense. Donc j'espère que si vous êtes l'entourage, vous allez comprendre la souffrance que ça engrange, j'ai toujours pas le mot, la souffrance qu'on ressent, l'énergie qu'on doit déployer, l'intensité du truc, et voilà, le carnage que ça peut être, juste quelque chose comme ça. Si vous êtes l'entourage, j'espère que ça va vous aider à comprendre. Si vous êtes des médecins, des blouses blanches, des psys, des psychiatres, psychologues, des médecins traitants, des dentistes, peu importe, j'espère que cette vidéo va vous aider un peu à en apprendre plus, peut-être vous remettre en question, si vous êtes dans l'équipe qui nous fait du mal, et si vous êtes dans l'équipe de ceux qui nous font du bien. Merci beaucoup, parce qu'il y a des médecins qui nous aident à nous adapter, il y a des médecins qui nous aident à trouver des solutions, mais dans le bon sens. Enfin voilà, je me suis mal exprimée, à nous adapter, non, à adapter l'environnement à soi.
voilà, des médecins, ma neuropsy, elle m'a appris. Il y avait une application que je peux mettre sur mon portable ou sur mon PC qui rend l'écran orange, là, c'est anti-lumière, anti-filtre bleu, là, anti-lumière bleue. Mais c'est génial. Avant, je faisais des migraines tous les jours, ou je sais pas combien de fois par semaine, mais ça me faisait péter un câble, cette douleur aiguë sur des heures, voire 2 jours. Des fois, ça donnait des nausées, vomissements après, tellement que ça durait. Et là, bah, grâce à ces écrans orangés, ça fait un peu bizarre de regarder les séries, les films et tout sur du orange ou d'avoir bah, l'écran sur du orange. Je vais vous montrer juste comme ça là. Ouais, c'est bon. Donc montrer bah, si ça veut le faire. Ah bah non, moi ça marche pas. Hein, peut-être là. Oh, comme ça peut-être. Bah voilà, c'est très orange quoi. Ça n'a pas trop envie de prendre en compte l'autre écran là. Bon, désolé, flop. Je vais le laisser, je vais pas le couper au montage. Bah, y a des applications donc, comme ça qui peuvent aider et donc il y a des thérapeutes, des professionnels qui peuvent nous aider à adapter le reste à nous. Plutôt que, bah, comme par exemple ce médecin traitant, dans le même cas là, de cette appli qui rend le truc orange, lui il m'aurait dit peut-être, ah bah essayez 2 minutes par jour de garder les yeux comme ça sur la lumière du téléphone, et peut-être que en faisant 2 minutes par jour, votre œil va s'habituer et après vous pouvez regarder les écrans. Ça a fait médecine, ça? Dis donc, la France, qu'est-ce qu'on apprend à nos futurs médecins, et à nos médecins, et à nos chirurgiens, et à tout le monde là qui est dans le monde médical? Ils ouvrent quoi comme cahier? Ils apprennent quoi? Hein? Faudrait peut-être revoir un petit peu, un chouïa, le système médical, et surtout ce qu'ils apprennent à l'école, les études en médecine. Médecine et tout ce qui touche à la médecine, infirmier, etc. Parce que bah, il n'y a pas si longtemps, bah, j'ai eu résultat de prise de sang, donc c'est bien j'ai eu prise de sang. Donc vu que j'ai eu prise de sang, ça veut dire que j'ai eu une infirmière. Donc vu que j'ai eu une infirmière, ça veut dire que j'ai eu un contact. Et on m'a demandé mon métier, j'ai dit bah, que j'en avais pas, que j'étais à la hache, parce que bah, je peux pas avoir de métier, je peux pas travailler, je peux pas voir les gens, je peux pas avoir ce stress, cette pression, cette responsabilité, ces horaires, c'est impossible. Impossible. À chaque fois que j'ai essayé de travailler, au bout d'une ou 2 semaines, j'étais en arrêt pour dépression. Et je voulais mourir. Impossible de travailler dans quoi que ce soit, et en salarié, en auto-entrepreneur, en conjointe collaboratrice, peu importe tous les formats, avoir un patron, pas de patron, choisir ses horaires, pas ses horaires, impossible. Donc du coup, voilà, je lui explique ça, et encore le fameux « Ah bon? Oh bah vous avez pas l'air, hein, on dirait pas que vous êtes autiste. » Et ma main dans ta gueule, ça fait quoi? T'as l'impression que je suis autiste si je te frappe là maintenant tout de suite? Hein? Si j'explose, si je te plante avec ton aiguille, hein? Le nombre de fois que j'entends cette phrase et que j'ai envie d'étrangler les gens ou de les frapper, mais que je le fais pas, que j'ai pas le droit. Parce que sinon je finirai en prison, et en prison il y aura du monde et des horaires qui correspondraient pas forcément, et j'aurai pas la nature là-bas. Donc du coup, ben faut pas. Faut pas. Et puis bon, ben, je tiens à la vie, hein, je mange vegan parce que je veux pas tuer des animaux, alors je veux pas tuer des humains. C'est sûr. L'autre fois aussi, dans la même semaine, j'ai eu un autostoppeur que j'ai réussi à apprendre avec force, courage et volonté de moi-même, et pitié et compassion pour lui, qui était un monsieur retraité, en difficulté, hein, le pauvre, qui vit dans sa voiture, etc. Donc bon, là, sa voiture était en panne, alors j'emmène d'un point A à un point B sur la route. Et donc il était retraité, et puis il me dit qu'avant il était éducateur spé et psy. Et je lui dis, ah d'accord, je lui dis, bah moi je connais un peu bien ça parce que bah, j'ai fait des formations en PNL, etc. Et à la base, j'ai des diplômes aussi de psychopraticienne. Je lui dis, mais aussi je connais bien parce que je consulte une neuropsy parce que bah, je suis autiste. Et là, il me regarde, il me dit, vous? Ah non, je peux pas le croire. Et si je pile et que je te pousse hors de ma voiture, tu vis ou tu meurs? Non, bien sûr, je l'ai pas fait. Hein. J'ai expliqué que bah oui, ça se voit pas, que là il me voit juste dans un temps de trajet de voiture où je masque et je compense, je m'adapte et puis je fais l'effort de lui faire la conversation, hein, et, pour pas le mettre mal à l'aise dans ce trajet, et puis pour moi-même aussi me rassurer et pas avoir plein de pensées anxiogènes du genre est-ce que c'est un psychopathe, est-ce qu'il a un couteau, est-ce qu'il va me planter, pourquoi est-ce que je l'ai pris en fait,
voilà, ça me permet aussi moi-même de me détendre, de détendre l'atmosphère, que de lui faire la causette et de voir bon, que la personne elle a l'air plus ou moins normale et pas psychopathe ou sociopathe ou que sais-je. Que ça a l'air de pas être un assassin, meurtrier, violeur et tout, et que ça va, je suis en sécurité. Hein, donc de blablater comme ça, ça me permet de pas trop angoisser. Hein. Et donc, ce monsieur encore a sorti cette phrase-là. Alors merci de ne pas sortir cette phrase-là, que vous soyez l'entourage, les médecins, etc. Merci de ne pas nous dire ah bon, on dirait pas, t'as pas l'air, etc. La caméra, ça se casse vraiment la gueule. Hein. On voit quasi plus là avec le soleil, pas trop compris ce qui se passe. Donc de toute façon, je vais arrêter ici, ça fait 50 minutes. Je vous remercie pour votre écoute. Force et courage à vous, les personnes qui ont l'autisme. Épaulé, entouré d'amour, de compassion pour l'entourage, les proches, les amis, la famille. Et puis, renseignez-vous, étudiez, formez-vous, écoutez plus les personnes autistes que vos bouquins, puisqu'apparemment dans vos bouquins, il y a écrit beaucoup de merde. Écoutez-nous plus, hein, et puis adaptez-vous à nous au lieu de nous étaler votre science là que vous avez appris je ne sais où et qui n'est pas du tout adaptée à nous. En fait, hein, c'est désuète, ça marche pas, ça marche plus. Hein, aujourd'hui, on veut juste pouvoir vivre en paix, essayer d'être pris en compte, en considération, et essayer de pouvoir avoir une vie. J'utiliserai pas le mot plus ou moins normal, hein, juste essayer d'avoir une vie. Voilà, on existe. Et puis on sait mieux que vous ce qu'on pense, ce qu'on ressent, nos besoins, nos difficultés, nos capacités, nos limites. On le sait mieux que vous. Parce que nous, on est dans notre corps, dans notre tête, avec notre fonctionnement neurologique différent, qui nous est propre. Hein. Nous, on vit dans cette tête, dans ce corps et tout ça, hein, à travers ça. Pas vous. Vous avez peut-être lu des bouquins et tout ça, là, ou oui, dire je ne sais où, vu des documentaires Arte, ou je sais pas quoi, ou le petit cousin, le petit frère autiste qui est différent, puisque lui, il est autiste catégorie 3 ou quoi. Donc écoutez-nous, nous, parce qu'on sait mieux que vous, en fait, hein, puisque c'est nous. Hein. Petit aparté, comme pour les chirurgiens, écoutez les personnes en post-chirurgie qui dit que ça va pas là, la guérison, etc. Dans la plaie, les cicatrices et tout ça, parce que vous êtes bon en chirurgie, hein, à faire l'acte chirurgical, mais l'acte post-chirurgie, vous êtes nul dans tout ça. Donc écoutez, quand ça va pas, prenez en considération. Envoyez chez des infirmiers, chez des kinés, chez des personnes qui pourront s'occuper de la cicatrice, de la suture et de la suite. Hein. Au lieu de croire que vous avez tout fait parfaitement et que miraculeusement, en 2-3 semaines, ça va passer. Tout comme les spécialistes et les médecins dans les nouvelles maladies. Tout ce qui va être les dégénérescences frontotemporales, les maladies de Charcot et tout ça, tout ce qu'on entend maintenant et qu'on découvre. Eh bien, vu que en fait vous y connaissez rien du tout parce que c'est nouveau, eh bien, écoutez les patients et puis après écoutez l'entourage des patients, la femme, le mari, etc. qui vit au quotidien et qui vous explique le problème qu'il y a dans la dégénérescence de la personne. Ça serait pas mal. Et nous, avec des troubles, que ce soit ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire, du trouble de l'attention, le trouble de l'autisme, ou tous ceux qui vont avoir certaines maladies psychiques, que ce soit la dépression, la bipolarité, etc. Et écoutez-nous, puisqu'on vit dans notre tête, dans notre corps, dans nous-mêmes, en fait. Hein, on est les mieux placés pour vous expliquer nos maladies, nos handicaps, nos troubles, en fait. Nos difficultés, nos sensations, nos limites. Et c'est pas en nous disant de nous mettre dans telle situation pour déplacer une limite, pour la pousser plus loin, que ça va nous aider. Ça va vous aider à ce que nous, on devienne comme vous. Normal. Mais nous, ça va pas nous aider. Alors si on vous dérange, désolé, mais il va falloir vous arranger vous pour vous adapter à nous. Tant pis si on dérange. On a besoin d'une société où on est pris en compte, en considération, et où au lieu qu'on dérange, qu'il y ait des adaptations pour nous qui soient faites. Des propositions, des solutions, adaptées à nous, pas adaptées à vous, votre confort. Ok. Bon, on va terminer là-dessus. Courage les amis autistes. Bisous, et puis à bientôt pour une nouvelle capsule. Salut!